Mashallah. Alors, on avait eu un très bon retour de la première émission et nos frères et sœurs le demandent davantage. Et alors, on s'est dit, mais pourquoi pas parler maintenant des défis. On avait parlé de la question du célibat, de comment choisir son conjoint ou sa conjointe. Et aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas parler des défis et finalement de la réalité de ce qui se passe dans le couple. Alors peut-être pour bien séparer les parties, on va commencer à parler d'abord des défis des jeunes mariés. Ouais. Et puis on parlera des défis lorsqu'on aura après 4 ou 5 ans ou avant, en tout cas quand on commence à avoir des enfants. Et puis lorsque les enfants partent. Comme ça on fait un peu le... Voilà. Alors, les défis du début. Je me suis marié, la fête est terminée, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Et voilà que je suis enfin dans mon foyer avec mon épouse et les masques tombent. Les masques tombent, on se démaquille. Au sens propre, au sens figuré en fait, c'est-à-dire que maintenant on n'a plus à prouver, on n'a plus à donner envie à l'autre de rester parfois, alors que justement c'est là que tout commence normalement. C'est-à-dire que c'est un travail, je parle souvent du mot travail et d'investissement, où vraiment on va devoir y mettre du nôtre pour donner envie à l'autre de rester avec nous. Et quand cette idée n'était pas déjà ancrée, elle n'était pas déjà comme une idée de base pour les deux fiancés, les deux prétendants, et que l'objectif en lui-même c'était la fête de mariage, c'était juste le passage à la mairie ou à la commune, et dès qu'ils vont se retrouver dans le foyer, ils vont un petit peu baisser les bras, alors que c'est là que tout doit commencer. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on a parlé du célibat et de l'importance de se préparer à la vie de couple, et très souvent les gens ne se rendent pas compte que quand on commence à être dans notre foyer, c'est là que le travail va commencer. Les masques tombent, c'est-à-dire que si j'étais dans un objectif uniquement de séduire mon fiancé et que j'ai pas conscience que je vais devoir encore le séduire dans le quotidien, je vais devoir lui donner envie de rester avec moi, je vais devoir lui montrer que ça vaut le coup de rester avec moi, alors je vais plus faire d'efforts. Et c'est un petit peu tous ces efforts-là dont on va parler un petit peu aujourd'hui au fil des différentes étapes que tu as citées. Et c'est-à-dire que les masques tombent, c'est maintenant on est dans une certaine intimité. On va passer 24 heures sur 24 ensemble, surtout les premiers jours. Qu'il y ait ou pas un voyage de noces, en général les 2-3 premières semaines sont vraiment on va dire communes au couple. On les voit très peu à l'extérieur. D'ailleurs, les gens disparaissent un peu du monde associatif s'ils y étaient présents. On se dit tiens, t'as pas vu un tel? Ouais, t'inquiète pas, il s'est marié. C'est normal qu'il disparaisse. Bon, 6 mois, on le voit plus. Bon, 6 mois, c'est un peu beaucoup. Mais en tout cas, les premiers jours, les premières semaines, c'est assez classique. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on doit donner envie à l'autre de rester avec nous, d'être avec nous, de grandir avec nous. Et quand on n'est pas prêt à ça, c'est un peu délicat parce qu'aussi pour les gens qui se sont préservés jusqu'au mariage, c'est pas évident non plus de se retrouver dans une intimité physique. Par exemple, une femme qui va porter le foulard, elle va devoir se dévoiler, elle va être intime physiquement avec son mari, et les débuts peuvent être un peu difficiles, peuvent être un peu timides, notamment s'il n'y a pas eu un travail fait en préparation. Donc cette période justement de séduction, elle dure combien de temps plus ou moins? Alors on va parler de la phase de lune de miel qui peut durer quelques mois. Il y a certains couples, ça va durer 1 an, parfois 2 ans. Ça va vraiment dépendre de chaque couple, mais c'est une période très très importante parce que elle va impacter sur la suite au niveau de l'attachement. C'est-à-dire que si ça a été une période dans laquelle on s'est vraiment attaché, on s'est admiré, on s'est investi pour l'autre, où il y a eu de bonnes émotions, où il y a eu vraiment toute une stratégie mise en place pour donner envie à l'autre de rester, etc. Ça va être un très très bon travail préparatoire pour les années qui vont suivre. Si déjà ces premiers mois ou ces 2 premières années sont compliquées, sont difficiles, on part un petit peu en trébuchant, on part un petit peu en boitant, et alors quand les difficultés, de plus grosses difficultés en tout cas, vont venir par la suite, on n'aura pas ces petits moments dans lesquels on va pouvoir venir puiser, où on va pouvoir être un peu nostalgique et se dire tiens, tu te souviens nos premières semaines, nos premiers mois, comment c'était, vraiment parler du couple comme les 2 petits tourtereaux du début, les 2 petits amoureux du début. Et donc c'est vraiment important de s'investir dans cette période-là et de tout faire pour justement être dans cette phase
hub, comme on dit, cette phase où vraiment on est dans notre innocence, où on ose dire des choses, on ose faire des choses. Mais après, il y a la réalité qui Donc arrive. justement, voilà. Donc là, on vous a sélectionné un peu quelques défis ensemble qu'on a trouvé en tout cas ceux qui reviennent souvent dans nos cabinets ou dans nos formations. Donc par exemple, il y a le rythme de vie de chacun. Alors là, c'est la grande découverte, parce que ce qui se passe, c'est que les fiancés, les prétendants, quand ils se voyaient, c'était organisé, c'était un temps limité, et du coup, les gens n'étaient pas surpris, ne vivaient pas avec l'autre, on vivait pas en suivant le rythme de l'autre. Et là, peut-être qu'on va se rendre compte que l'autre, c'est peut-être un couche-tard ou un couche-tôt, peut-être que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant les écrans, peut-être que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec sa famille, même si en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est pas forcément compatible avec une vie à deux, et c'est peut-être pas forcément compatible avec la vie que nous, on veut. Et donc, c'est des choses aussi dont il faut parler en amont, avant de se marier. Alors, si ça n'a pas été fait, il s'agit pas justement de se dire, écoute, tu sais quoi, on n'a pas du tout le même rythme, ça va pas du tout entre nous, alors on s'arrête là. Non, il s'agit vraiment justement de travailler cette flexibilité dont on a parlé dans le premier épisode, où vraiment on va essayer de trouver des solutions qui vont répondre aux besoins des deux conjoints. Alors, il y a le rythme qui pose question, il y a le régime alimentaire. Il y en a, par exemple, qui vont manger beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard, qui vont manger fort salé ou fort sucré, certains qui sont végétariens, d'autres qui sont carnivores, d'autres qui ont vraiment ça peut paraître très très bête, mais ça peut être des sources de conflit. Ça peut être, j'ai envie d'un canapé d'angle, alors que mon mari, il a envie d'un canapé de place. Enfin, des petits détails qui peuvent paraître sans importance pour certains, mais pour d'autres, ça peut être comment marquer son territoire, comment me sentir considéré, comment me sentir respecté. Voilà. D'ailleurs, on appelle ça, je pense, la période de lutte du pouvoir. Lutte du pouvoir. Donc voilà, on va passer de la phase de la lune de miel à tout doucement la phase de lutte du pouvoir, où chacun va essayer d'avoir le dernier mot. Et une des clés, justement, donc dans nos formations de préparation au mariage, on parle du fameux trousseau des mariés, on parle des fameuses clés. Il y a cette clé aussi où on va devoir comprendre que on ne sera pas toujours d'accord. Et qu'à un moment donné, on doit faire des concessions. Plutôt que de parler de concession, on va parler de consensus, justement, où on va essayer de trouver une solution qui nous arrange tous les deux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, surtout quand on n'est pas prêt à se remettre en question. Donc ce travail de remise en question, il peut commencer très très tôt dans le mariage. On aura beaucoup plus de facilité à le faire avant le mariage, parce qu'on se dit, allez, tu sais quoi, on n'est pas encore mariés, j'accepte de lui laisser choisir la couleur du mur, j'accepte de lui laisser choisir les meubles de la salle à manger. Et après, une fois que le couple est établi, que le foyer a commencé, là, comme tu as dit, les masques tombent et du coup, on va venir s'affirmer, peu importe ce que l'autre en face va penser. Et ça, c'est vraiment le premier défi auquel les couples vont être confrontés, c'est ce travail de flexibilité, de remise en question. Ok, donc un des défis aussi à cette période, c'est donc on s'installe ensemble. Au début, tout se passe bien. De temps en temps, monsieur cuisine, il ramène le petit déj dans le lit, etc. Mais avec le temps, on arrive à voir ce qu'on appelle les tâches ménagères. Chasse le naturel, il revient au galop. Si de base, vous n'êtes pas une fée du logis ou un as du logis, je sais pas si on dit ça comme ça pour les hommes, ça en dit long sur les expressions qu'on incombe aux femmes d'ailleurs. Les tâches domestiques sont souvent des sources de conflits importantes, c'est-à-dire on vit tous les deux sous le même toit, tu passes autant de temps dans le lit que moi, et donc j'attends que tu changes les draps, que tu saches où se trouvent les draps, que tu puisses savoir comment lancer une machine, que tu puisses lancer le lave-vaisselle ou faire la vaisselle si vous n'avez pas de lave-vaisselle, que tu puisses faire les courses sans que je doive te faire une liste. Toutes ces notions qui vont en fait peser souvent sur les femmes, où on voit même que il y a des rapports sociologiques qui montrent que encore 70% des tâches ménagères sont exécutées par les femmes, réalisées par les femmes. Et là, ça crée des problèmes parce que aujourd'hui, on n'est plus dans la même dynamique que la génération précédente et encore moins que la génération d'avant. C'est-à-dire que les femmes travaillent aujourd'hui aussi. Donc, les femmes sont un petit peu dans cette révolte de je peux pas travailler et à l'extérieur et à l'intérieur. Et ces rôles-là n'ont pas forcément été discutés avant le mariage. Et il s'agit peut-être de se poser, de s'organiser. C'est ce qui manque à beaucoup de couples quand on les reçoit en thérapie, c'est qu'il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de liste de courses, il n'y a pas de menu de la semaine, il n'y a rien qui est préparé et donc ils se sentent un peu
pris au dépourvu, ils se sentent un peu ensevelis sous toute cette tâche de choses à faire, et donc ça crée des conflits. C'est vrai, subhanallah, quand on revient sur le modèle prophétique, en tant que musulman, c'est notre exemple, c'est notre modèle. Quand on entend, par exemple, quand on demandait à Sayyida Aisha radhiyallahu anha comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il était kana fi khidmati ahli, il était au service de sa famille. Donc il était à la maison, il s'occupait de certaines tâches. Or lui, qui est prophète de l'islam, qui est le messager, qui était donc même chef de la cité finalement de Médine. Et donc c'était quand même quelque chose d'extraordinaire de voir que lui-même allait acheter ses affaires, etc. Donc je pense que on a tout à gagner justement de revenir vers le modèle du prophète sallam et se dire voilà, on se distribue les tâches. Alors bien sûr il y a sûrement des tâches que peut-être l'homme se sent mieux, en tout cas plus facile à faire. Hein. Et donc il y a une distribution de tâches qui devrait se faire peut-être au début du mariage en tout cas, et que ça devient juste et ça devient finalement non pas par contrainte seulement, mais comme un acte d'amour. Tout à fait, c'est de l'investissement finalement. Si on vit tous les deux sous ce toit, on doit tous les deux mettre la main à la pâte et finalement comprendre aussi que plus vite ce sera rangé, plus vite le repas sera préparé, plus vite le couple pourra se retrouver. C'est du bon sens. Donc, s'il y en a qu'un seul qui s'y attelle et qui fait toutes ces tâches-là, c'est clair que cette personne aura moins d'énergie ou moins de temps à proposer à l'autre. Et donc, c'est vraiment soit on rentre dans un cercle vertueux, soit on rentre dans un cercle vicieux. Il y a aussi des couples où c'est l'inverse. Il y a des couples où c'est l'homme qui fait les courses, qui s'occupe de tout ce qui est administratif, qui prépare les repas. On n'est pas en train de dire que c'est forcément les femmes, même si ça reste une réalité plus... Une piste de solution, ce sera de s'organiser avec des listes. Déjà, se demander qu'est-ce que tu aimes faire à la maison. Parce que il y en a peut-être qui adorent lancer des machines, d'autres qui adorent faire la vaisselle, d'autres qui adorent préparer les repas. Faites déjà la liste de ce que vous aimez faire et ensuite faites ce qui doit être fait. Aussi, c'est un moyen, le rangement, le ménage, c'est un moyen. C'est pas une fin en soi. Il y en a qui passent tout leur temps disponible qui accordent tout leur temps disponible pour le ménage, alors que et du coup ils vont passer moins de temps de qualité ensemble. Donc c'est vrai que ça peut paraître dérisoire, mais les tâches domestiques sont souvent des sources de conflits entre les conjoints. Ouais, mais on peut passer à un autre conflit qui revient aussi souvent, c'est la question de la belle famille. Voilà, je rentre avec une nouvelle famille qui a sa propre entre guillemets culture, ses propres codes. Voilà. Alors comment ça se passe et comment je peux relever ce défi? Alors déjà, c'est clair qu'on vient tous les deux avec notre bagage. On porte tous les deux un sac à dos plus ou moins lourd et on vient rencontrer la famille de l'autre. Alors la famille de l'autre va être ma famille d'une manière, on va dire. Un peu forcée, donc je me suis pas mariée uniquement avec la personne, je me suis mariée avec la personne et sa famille, ça c'est important de l'entendre. Alors si lui, par exemple, je vais prendre le cas où la femme se marie avec un homme qui est très très famille, où tous les jours ils doivent se retrouver tous ensemble entre frères et sœurs, ils doivent tous les jours prendre le thé avec les parents, alors c'est délicat de venir un petit peu comme une fleur et dire écoute, ce mode-là n'est plus acceptable, ça ne va pas, et à partir d'aujourd'hui, tu iras chez tes parents qu'une fois par semaine. On rentre dans la confrontation, et très souvent l'autre personne va se braquer et dire en fait, t'es qui toi? T'es qui toi pour venir changer un peu ce mode de fonctionnement? Et il s'agit plutôt de trouver des solutions qui vont vous apaiser tous les deux. Peut-être ne pas devoir aller tous les jours chez la belle famille, enfin faut pas vous imposer des choses que vous ne supportez pas, mais trouver un terrain d'entente qui va finalement être une solution pour tous les deux. Ensuite, il faut aussi à un moment donné savoir couper le cordon. C'est-à-dire que on peut pas toujours dire, on peut pas et être marié et toujours avoir une relation fusionnelle avec ses frères et sœurs et sa famille. Et c'est pas parce que les autres frères et sœurs ne l'ont pas fait que vous ne serez pas capable de le faire. Si ça empiète sur la qualité de votre vie de couple, va falloir faire des choix. Et si vous n'êtes pas capable de faire ces choix et que vous voulez toujours rester avec vos parents et vos frères et sœurs, peut-être qu'il n'aurait pas fallu prendre la responsabilité de vous engager dans une vie à deux. C'est assez difficile ce que je dis, mais c'est un problème récurrent dans les couples que nous recevons. Et à un moment donné, il va falloir faire des choix, il va falloir se positionner et rassurer aussi sa famille. C'est-à-dire de leur dire, c'est pas contre vous que je fais ça, mais c'est pour vous. C'est-à-dire que j'ai envie que quand je vienne chez vous,
je me sente bien, je me sente pas surveillée par mon époux ou par mon épouse, je sente pas que je dois rendre des comptes, et j'ai envie que ce soit vraiment un plaisir. Et donc pour que ce plaisir puisse perdurer, c'est la solution que j'ai trouvée. Subhanallah, moi ça me rappelle un cas que j'ai eu au cabinet il y a pas longtemps, donc d'un couple où c'est plutôt le contraire en fait ce qui s'est passé. C'était lorsqu'ils se sont mariés, ils ont coupé les ponts quasi avec leurs parents. Et donc les parents ils étaient un peu inquiets en disant mais pourquoi vous venez plus chez nous, etc. Et donc voilà, il faut trouver en fait le juste milieu. Tout à fait. Ni couper les ponts, ni vivre comme si vous n'étiez pas marié. C'est-à-dire d'être tous les jours après le travail, de passer chez vos parents, en oubliant, par exemple, d'aller faire les courses pour votre foyer. Ça peut poser question. Il y avait un autre cas justement aussi où, par exemple, la femme, quand elle s'est mariée, elle avait cette idée, cet idéal même où elle serait très proche de sa belle-mère. En disant pour moi c'est important que ma belle-mère m'appelle, que ma belle-mère prenne de mes nouvelles. Sauf que sa belle-mère, elle ne faisait rien de tout ça. Mais c'était pas par méchanceté, c'était juste que elle était comme ça avec toutes ses belles-filles. Elle se sentait pas surinvestie dans les relations. Sauf que cette femme en question, elle avait pris ça contre elle. Elle se disait moi je me sens pas valorisée, j'ai l'impression que ma belle-mère ne m'aime pas. Et en fait, en creusant un petit peu, c'était un problème de confiance en soi. C'est-à-dire, arrêtons de projeter nos attentes sur les autres. Arrêtons de voir en l'autre aussi la source de nos problèmes et de nos difficultés. Et peut-être juste posons la question et acceptons qu'il y ait des différences. Et si pas de chance, vous tombez dans une belle famille qui ne vous appelle pas, qui prend pas de vos nouvelles, c'est pas forcément contre vous. C'est juste que c'est leur mode de fonctionnement, qui sont juste comme ça. Et donc cette rencontre avec un autre monde qui est différent du nôtre, ça se fait pas toujours facilement, et donc il s'agit juste de discuter et aussi de pouvoir voir le bien là où il est. Alors, donc ça nous amène justement à ce dernier défi de cette période qu'on a pu vous sélectionner en tout cas, c'est les projets communs. Souvent, quand on se marie au début, on est fusionnel, on est ensemble à chaque instant, etc. Et puis d'un coup, petit à petit, on prend le large et chacun s'occupe dans son travail, etc. Moi, j'aimais bien cette phrase. Donc l'amour n'est pas se regarder l'un à l'autre, mais se regarder ensemble dans la même direction. Et donc l'importance d'avoir un projet commun dans le couple. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on parle de projet aussi, parfois ça peut faire très très peur, mais ça peut être par exemple comment les deux époux peuvent contribuer à ce que chez eux ce soit toujours un havre de paix. Comment est-ce que on peut toujours être bénévole dans une ASBL, dans une association, pour sentir que justement on donne du temps aux autres. Comment est-ce qu'on peut organiser un voyage par an pour justement se changer les idées et pouvoir se retrouver. C'est pas forcément un projet d'investissement de dizaines de milliers d'euros, parce que parfois quand on parle de projet, les gens ont peur et se disent mais nous on n'a pas de projet dans notre couple, est-ce que c'est grave? Mais si, en fait il y a plein de couples qui ont des projets, mais ils ne les ont pas définis comme étant des projets en tant que tels. Mais c'est important d'avoir justement quelque chose qui vous rattache l'un l'autre. Alors, ça c'est important, Oussama, ce que tu as dit justement de ces projets communs, parce que quand on se marie, on est aussi donc deux individus à part, et on va avoir justement chacun de son côté nos propres projets, nos propres cercles d'amis peut-être, notre propre travail, nos propres habitudes, et on va avoir des choses à partager à deux. Et donc c'est un petit peu justement, peut-être même mettre ça sur une feuille blanche et décrire ce qui est vraiment individuel et ce qui est commun. Et tout ceci va aussi changer au fil du temps. Peut-être qu'au début j'avais l'idée de faire un grand voyage par an et finalement je me rends compte que c'est plus une priorité pour nous deux et donc on va un petit peu changer ça. Il s'agit juste de se poser et de discuter. Et quand le couple va prendre l'habitude de faire ce que j'appelle des mises à jour, de se questionner, tiens, comment est-ce qu'on va? Comment est-ce que notre couple va? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut pas prendre son couple pour acquis. Et quand ça, c'est vraiment bien établi et qu'on prend cela en considération, alors ces mises à jour, ça va être vraiment le petit rendez-vous du couple pour prendre soin de soi, parce que tu disais en introduction que l'étape suivante, ça peut être l'arrivée des enfants. Alors là, on est face à encore d'autres défis. C'est ce qui nous amène justement, on va rentrer justement dans le vif du sujet des enfants. Alhamdoulilah, le couple est bien installé, tout se passe très bien. Ah oui, peut-être il y avait la question de l'intimité aussi. Dans la période dans les débuts. Ouais. L'éducation à l'intimité est quelque chose d'assez tabou dans la communauté. Or, c'est des choses qui, je pense que tu t'en reçois pas mal de cas sur cette question et t'en fais même des ateliers. Ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment donc le sujet chouma, le sujet tabou, le sujet délicat.
mais il va falloir l'aborder. J'en ai touché un peu, j'en ai touché quelques mots tout à l'heure en disant que le fait de découvrir cette intimité physique, alors ne pas s'y être préparé, c'est une grave erreur, sincèrement, parce que c'est un monde à part, c'est une science à part, la sexologie. Découvrir que les besoins de l'homme sont pas ceux de la femme et inversement, qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes, qu'il faut être délicat pour formuler certaines demandes justement, que des choses qui peuvent plaire à un moment peuvent déplaire à un autre, et être à l'aise avec son intimité au niveau du couple, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc là, on va revenir sur ces questions de confiance en soi et confiance dans le couple. Et si ces deux-là sont réellement présentes, ce sera beaucoup plus facile pour aller de l'avant et vivre une intimité épanouissante et pour l'homme et pour la femme. Alhamdoulilah, on a une intimité épanouissante et voilà qu'il y a les enfants. Voilà. Donc les enfants arrivent. Donc pour ceux que Dieu honore par l'arrivée d'un enfant, parce qu'on sait aussi qu'il y a des couples qui sont touchés par la difficulté de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais dans le cas où on a cette opportunité d'avoir des enfants, alors il faut interroger sur déjà comment allait le couple avant l'arrivée des enfants, parce que l'arrivée d'un enfant, moi je prends l'image d'un tsunami. Si la digue elle n'est pas solide, le tsunami va venir tout emporter sur son passage. Et ça, c'est vraiment fondamental de se questionner sur comment on va jongler entre cette casquette de couple parental et de couple conjugal. Une des erreurs et du coup un des défis auxquels est confronté le couple, c'est justement de passer cette période de la grossesse déjà avec tous ces hauts et ces bas, tous ces changements hormonaux, cette fatigue, des fois ces changements d'humeur, etc. Et la période du postpartum qui est la période après l'accouchement, où la femme peut être très investie dans son rôle maternel, au point parfois d'en oublier son conjoint. C'est pas non plus forcément quelque chose d'évident pour l'homme qui ne trouve pas sa place là-dedans, qui peut même être jaloux de son enfant, oui, c'est ça. qui ne sait pas où donner de la tête. Et se sent oublié. Tout à fait, il se sent oublié, le pauvre, faut qu'on y pense. Et il y a cette question de aussi en tant qu'homme, quelle place est-ce que la femme lui laisse dans ce duo mère-enfant, et ça se discute, ça se prépare. Et si le couple avait l'habitude de faire des petites mises à jour, avait des petits rendez-vous hebdomadaires, en général ça continue. Et donc on ajoute un élément qui est l'enfant, qui va venir consolider cette relation de couple et non pas venir diviser cette relation de couple. Et vraiment, donc avec l'enfant, donc effectivement les premiers mois du postpartum, avec son lot de difficultés, son lot de joie aussi, hein, heureusement, sinon on referait pas d'autres enfants. Et par la suite, donc le postpartum qui va durer, on dit 9 mois, mais parfois un peu plus, même jusqu'à 1 an. Et après, il y a toute une organisation à avoir. Et ça, on n'y est pas forcément préparé. Donc l'autre défi, c'est quel est mon rôle en tant que mère, quel est mon rôle en tant que père. Donc une organisation familiale où il va y avoir peut-être le fait de déposer l'enfant à l'école, qui s'occupe des devoirs, qui s'occupe des activités extrascolaires, comment on organise les vacances, est-ce qu'on fait garder ou non l'enfant. Il y a des couples qui vraiment vont se disputer et se prendre la tête sur est-ce qu'on peut laisser l'enfant une nuit chez ma famille ou chez ta famille pour qu'on puisse se retrouver. Pour certains, c'est inconcevable. Justement, le fait quand on a un enfant, souvent ce qui manque dans le couple, c'est justement ce moment où on est qu'à deux. Oui. Donc comment travailler justement sur ces moments, sachant qu'il y a le troisième, donc il y a les enfants de manière générale. Eh ben, c'est se demander est-ce que notre couple est une priorité. Et clairement, si par exemple on prend le cas d'une personne qui va travailler, si elle est surinvestie dans son rôle en tant que parent, mais qu'elle ne va plus travailler, bah elle n'aura plus de salaire, elle ne verra plus ses collègues, elle n'aura plus cette joie qu'elle avait probablement auparavant quand elle travaillait, parce que elle ne se déplace plus, elle ne s'investit plus dans son rôle en tant qu'employée. Bah c'est la même chose si elle désinvestit son rôle en tant que conjoint, en tant qu'époux, elle ne récoltera plus les fruits qu'elle récoltait auparavant. Et là aussi, pour revenir un peu sur l'intimité, c'est souvent l'arrivée des enfants est souvent un moment où l'intimité, elle va être mise en question, parce que on est surinvesti dans notre casquette parentale, qu'on a oublié de prendre en considération et d'investir dans notre rôle en tant que conjoint. Justement, je trouve moi que le mois du Ramadan est justement un mois idéal pour vivre tout cela,
sur avec l'esprit spirituel, la préparation du ftour. Donc vous pouvez nous dire ce que vous préparez au ftour, non, mais dans le sens où c'est tout un travail d'équipe, c'est un travail la maman, les enfants, les parents, la prière. Donc je trouve que c'est justement une atmosphère idéale pour justement vivre des bons moments et relever ces défis. Encore une fois, quand le mois de Ramadan est vu comme ça, on obtiendra de bons fruits. Quand le mois de Ramadan est vu comme un mois de fatigue, un mois de peine, un mois de difficulté, un mois qui nous empêche d'avoir recours à certaines activités, etc., on récoltera d'autres fruits. Parce que on y investit soit de bonnes énergies, de la bonne intention, ou alors de mauvaises énergies, de la mauvaise intention. Et dans le couple, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on utilise, par exemple, le mois de Ramadan pour nous ressourcer spirituellement, pour aller mieux dans notre couple? C'est un sujet qui peut être développé vraiment de longues heures sous différents angles. Tu parlais par exemple de différents défis, il y a le défi aussi de comment booster notre spiritualité en couple. Il y a des couples qui ne partagent aucun moment spirituel, que ce soit ne serait-ce qu'une prière par jour, ils ne prient pas ensemble. Alors que c'est un moment qui va venir ressourcer les deux conjoints, les apaiser pendant quelques minutes au moins, et pourquoi pas donner lieu à de chouettes discussions post-prière. Donc, si ce cadre-là a l'habitude d'exister, et que c'est vraiment une routine que le couple s'est a pris l'habitude d'instaurer, ce sera vraiment des moments ressourçants dans lesquels le couple va vouloir se plonger de manière quotidienne.